Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Corr et Grégoire Pasquet de Worldia. Bonjour Erwan et Grégoire. Salut Armelle. Alors, est-ce qu'il y avait dans votre enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite vos carrières respectives ? Peut-être quelques signes précurseurs, parce que quand j'étais plus jeune, je peux pas dire que je savais que c'était vraiment une entreprise, ce serait pas honnête de le dire, mais après avoir voulu être sûrement comme tous les enfants, astronaute ou pilote de chasse, etc. Ce que je voulais être, c'est inventeur. Donc, on peut peut-être considérer qu'il y a quand même une certaine continuité entre la volonté d'être inventeur et le fait d'avoir fini entrepreneur, avec bien sûr des schémas de pensée différents en fonction de l'âge. Et toi, Grégoire ? Pas en termes de vocation ou autre, mais mon père était entrepreneur. Il avait monté une première boîte qui était un peu l'équivalent de Frishti à l'époque, et puis il a ensuite monté une boîte qui s'appelle Multibureau, qui était, on va dire, une logique similaire à celle de WeWork, mais à une époque où Internet n'existait pas. Donc j'avais ce modèle familial en tout cas qui m'a toujours incité à aller vers l'entrepreneuriat. Donc oui, par la force des choses, j'avais quelques dispositions, je pense, à monter une boîte et prendre ce chemin-là. Comment est-ce que vous avez commencé vos carrières et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Moi, j'ai commencé ma carrière au sein du groupe TUI en Allemagne, donc qui est le numéro 1 européen du tourisme. Il proposait un programme type programme Jeune Manager qui conduit à faire plusieurs missions dans différentes filiales ou entités du groupe. Et c'est ce que j'avais fait après mes études. Donc pendant 2 ans avec des missions en tour operating, en réceptif, en compagnie aérienne, à la holding, etc. Ce qui m'a conduit à la fin de ce programme chez Nouvelles Frontières, TUI France, où j'ai occupé plusieurs postes. J'étais à la fin directeur adjoint de la partie tour opérateur, qui était du coup une assez belle structure. Ça faisait à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais à l'époque, j'avais envie d'une structure plus entrepreneuriale. Et donc, j'ai quitté le groupe TUI pour rejoindre Smartbox. J'ai été, grosso modo, pendant 6 ans, CEO du groupe Smartbox, avant de lancer Worldia. Donc, qu'on a lancé, on y reviendra sûrement après, vers 2013-2014. Quelque part, j'ai toujours baigné dans un environnement professionnel autour du tourisme. J'y ai baigné aussi étant plus jeune, parce que ma mère était hôtesse de l'air, donc on a quand même beaucoup voyagé, donc il y a peut-être aussi une influence personnelle et familiale. Et ça nous a donc conduit, on va revenir après sur notre rencontre, à lancer Worldia, qui existe maintenant depuis 10 ans. Plutôt digital, on va dire, mais qui a été finalement assez court, parce que j'ai monté Worldia quelques années après la sortie d'école. Mon dernier stage était dans un fonds de capital risque. Je trouvais ça très sympa. Malheureusement, à l'époque, c'était beaucoup plus restreint en termes d'opportunités professionnelles au niveau du venture. Un ami m'a recommandé de plutôt aller dans une start-up qui marchait bien pour se faire les dents. Et j'ai rejoint à l'époque BetClick, qui était plus qu'une start-up, c'était une vraie scale-up, c'était une boîte en ultra croissance, même si à l'époque la terminologie n'existait pas forcément. Et donc j'ai passé 2 ans là-bas, j'ai bossé après pendant 1 an pour la holding qui possède BetClick, qui s'appelle Love Group, sur un projet intrapreneurial. Et puis ensuite, on s'est rencontrés avec Erwan, David et Christian. Pour l'anecdote, en fait, c'est un des amis avec qui je bossais chez Love Group qui avait fait la même majeure que Erwan, la majeure entrepreneur. Et donc il avait vu que Erwan cherchait un profil digital. David et Erwan cherchaient un profil digital pour lancer un projet.
il nous a mis en relation. On s'est bien entendu tous les trois. On était assez alignés sur la vision qu'on avait de Worldia à l'époque, qui était un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui à certains égards, mais on s'est bien entendu. On a commencé à travailler sur le projet tous les trois, et assez rapidement, on a été limité d'un point de vue technique parce qu'on n'avait pas internalisé tout ce qui était dev et product. Et donc moi, j'ai contacté un de mes amis, Christian, qui est notre CTO aujourd'hui, qui était très intéressé par la perspective de rejoindre l'aventure de Worldia, et donc il s'est également bien entendu avec David et Erwan. Et on a continué l'aventure à 4 fondateurs comme ça, assez rapidement après le tout début de l'activité de Worldia. Comment vous avez eu l'idée de fonder Worldia et quelle est finalement la proposition de valeur? Sur la genèse, on va dire que c'est une idée qui a mûri assez longtemps, puisque David et moi, comme le disait Grégoire, on était chez TUI, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc on voyait comment tout ce qui était voyage à la carte était proposé au sein du groupe TUI. On avait déjà fait l'observation, à l'époque où on y travaillait, que c'était extrêmement inefficace et extrêmement améliorable, que ce soit d'un point de vue système, d'un point de vue expérience utilisateur côté agent de voyage, d'un point de vue expérience client, etc. C'est à l'époque aussi où tout ce qui était, on va dire, ça peut paraître vieux jeu de dire ça aujourd'hui, mais contribution des réseaux sociaux commençait vraiment à se développer d'un point de vue conception produit, d'un point de vue contribution à l'élaboration de nouvelles propositions de valeur, etc. On parlait de la Wikinomics avec tout ce qui était construction collaborative, etc. Donc on avait eu des premières idées à l'époque de TUI. Bon, finalement, on s'était pas lancé. Et puis les technologies ont évolué, les tendances ont évolué. Mais bon, on était resté en contact. L'idée a mûri avec le temps. Et c'est quelques années après, dans la mesure où l'envie de lancer quelque chose était toujours là, où les besoins qui avaient été observés semblaient toujours pertinents, où l'évolution des technologies semblait pour permettre de faire beaucoup plus de choses, qu'on s'est dit que le moment était venu. Donc, en synthèse, quelque part, c'était une idée assez ancienne qui a germé, qui partait de l'observation qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour améliorer tout ce qui était voyage à la carte, et qui fait que, au fur et à mesure, on l'a développé et qu'on a fini par lancer l'entreprise. Et sur la proposition de valeur, je vais peut-être du coup laisser Grégoire. Ouais, tout à fait. Sur la proposition de valeur, c'est faciliter la vie des voyageurs dans la planification de leur séjour, et évidemment dans l'expérience qu'ils ont à destination, avec des prestations qui ont été sélectionnées par nos experts, qui garantissent des moments inoubliables pendant les séjours à destination. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter sur toutes les étapes du voyage la vie de nos utilisateurs, que ce soit les voyageurs finaux ou bien les conseillers de voyage qui les accompagnent. Et quand on parle de toutes les étapes du voyage, ça commence dès la phase d'inspiration, puis pendant la planification et la réservation, avant de partir, à destination évidemment, et au retour. Alors, vous l'avez dit, Worldia, ça a 10 ans. Quelles ont été, selon l'un et l'autre, les plus grandes difficultés que vous avez eues à surmonter depuis la création? Je pense qu'on aura probablement la même, on verra en tout cas. Des difficultés, il y en a au quotidien. Je pense que la plus grosse qu'on ait eu à affronter, c'est évidemment le Covid. En tant qu'entreprise du voyage, enfin de l'industrie touristique, c'est probablement le secteur qui a été le plus impacté par le Covid, avec l'essence même du voyage qui était impossible, à savoir le déplacement. Donc, je veux dire, sans déplacement, il n'y a pas de voyage, ou en tout cas, pas de voyage au sens où on l'entend dans l'industrie touristique. Et donc là, du jour au lendemain, on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires, voire 110%, parce que on avait, nous, des frais, et pour autant, il n'y avait plus rien qui rentrait, on devait rembourser certains clients. Donc je pense que là, ce type de vécu et d'expérience professionnelle, ça n'arrive quasiment jamais. Un arrêt complet, ça peut arriver, d'une durée aussi importante, parce que finalement, on va dire l'arrêt initial a duré peut-être 3-4 mois avec le premier confinement, le temps que les gens aient à nouveau le droit éventuellement de se déplacer sur l'été 2020. Mais c'est reparti ensuite. Donc, il y a eu le deuxième confinement, il y a eu le troisième confinement. Donc ça, je pense que, en tout cas à titre personnel, c'est clairement la plus grosse difficulté professionnelle à laquelle on a été confronté avec Worldia. Erwan, tu dirais la même chose? Non, mais je suis d'accord, surtout que ça a été un chamboulement total. On était en train d'essayer de maintenir le bateau à flot, réfléchir à des expériences à domicile qu'on pouvait proposer sur la plateforme, etc., tout en se disant que ça pouvait être que temporaire et que c'était clairement pas la vocation et l'essence même de l'entreprise, donc ça ne pouvait pas durer
éternellement. Bon, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, et puis on a fait une très belle sortie de Covid. On y reviendra peut-être après, mais oui, ça a été l'expérience la plus difficile. Mais c'est vrai que si on met cette expérience-là de côté, on dit souvent que la création d'entreprise, c'est un peu comme un roller coaster, qu'il y a des phases d'excitation, qu'il y a des phases un peu plus compliquées, qu'il y a des phases difficiles. Et c'est vrai qu'on est dans une logique, finalement, quand on regarde en arrière, de forte croissance, puisqu'on est passé de 0 à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans, on est passé de 0 à 200 collaborateurs, on est passé de quelques bookings à des centaines de milliers de bookings, on est passé de un marché, une destination, à maintenant 6 pays et plus de 80 destinations. Donc c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui dans le rétroviseur, l'histoire est belle, mais à chaque étape, il y a eu des difficultés. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc, il n'y a pas des difficultés aussi grosses que celles qu'a représentées le Covid, mais chaque levée de fonds est une période parfois un peu compliquée parce qu'on retient les annonces, on a l'impression que ça s'est fait en 15 jours, mais une levée de fonds, ça se fait toujours en plusieurs mois. Donc, c'est souvent beaucoup de travail. Quand on ouvre des marchés, des nouveaux pays, c'est toujours assez compliqué. L'entreprise, à chaque étape, pas forcément des crises de croissance au sens réellement crise, mais quand même, quand on passe de 0 à 200 personnes, il y a des étapes où il y a des changements de dimension et qui sont pas simples. Il y a parfois des clients qu'on perd. Je vais revenir aussi là-dessus, sur la faillite de Thomas Cook en 2019, parce que c'est vrai que la difficulté du Covid a effacé ça, mais Thomas Cook avait été notre premier partenaire, c'était de fait notre premier client, et donc, pour la petite anecdote, on réalise une levée de fonds au mois de juin 2019, et donc là, forcément, on sentait pousser des ailes, c'était notre première grosse levée de fonds. On était parti pour une phase de croissance assez agressive. On avait même réussi à sécuriser un partenariat avec Thomas Cook Allemagne dans le sillage du partenariat qu'on avait lancé en France. Donc c'était le début d'une internationalisation qui s'annonçait. Donc tout se présentait bien. Et 3 mois après la levée de fonds, faillite de Thomas Cook, notre premier client, cataclysme dans l'univers du tourisme mondial. Donc, il y a forcément des grosses difficultés qui vont avec pour se faire payer par les différents mécanismes assurantiels et autres. Et donc, ça a été extrêmement difficile parce qu'on perdait notre premier client, ça secouait un peu l'entreprise. Bon, heureusement, on s'était diversifié, donc c'était plus 50% de notre chiffre d'affaires, c'était peut-être 20 ou 25, je me souviens plus exactement, mais c'était quand même important. On arrive à redresser la tête et 4 mois après, il y a le Covid qui tombe. C'est la faillite de Thomas Cook, on a tendance à l'oublier, mais c'était quelque chose de pas simple. Et en plus de ça, il y a toujours bien sûr les difficultés ou les mini-crises, le mot est peut-être un peu fort, du quotidien qui vont avec les levées de fonds, la croissance, le lancement de marché, l'acquisition ou la perte de certains clients, même si on n'en a perdu aucun à part Thomas Cook d'ailleurs. C'est toujours une petite succession d'anecdotes et d'aventures. Eh ben, justement, à propos d'anecdotes et d'aventures, depuis 10 ans, j'imagine que, hormis le Covid, vous devez en avoir 1000. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous pourriez nous raconter? Greg, je te laisse réfléchir parce qu'il y en a toujours une qui me vient à l'esprit, donc je continue. C'est un peu une anecdote que j'aime raconter. C'était la façon dont on faisait nos reporting au départ. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a des systèmes type Metabase et autres, où on a des tableaux dans tous les sens, etc. C'est formidable. Mais quand on faisait nos premiers reporting, la question c'était est-ce qu'on a fait un booking ce mois-ci? Et je me souviens de ces réunions, on disait non, ce mois-ci non. Le mois dernier, on a fait une réservation, mais là, on a plusieurs dossiers en cours, donc non, pour le mois prochain, ça se présente bien. Pardon, je suis hilar, mais... Et donc, c'est vrai que quand vous avez vos premiers reporting qui est première réunion, et la question c'est est-ce qu'on a fait un booking ce mois-ci? Bon, bah c'est vrai que maintenant, la question, c'est de savoir le nombre de bookings qu'on est capable d'encaisser à la minute. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit changement. Et une autre petite anecdote aussi, je citerai pas le client, mais moi je m'occupe de toute la partie commerciale en fait, et business development. Et donc je me souviens d'une présentation chez un client qui se passe plutôt bien. Et donc on nous fait pendant la réunion des feedbacks assez positifs, on nous demande quel est le délai de mise en place, si potentiellement on peut lancer sous 2 à 4 semaines, etc. On fait une réponse positive. Et puis ça traîne un peu, on n'a pas de retour, on relance, etc. Puis je finis par avoir un message un peu sibyllin en disant « Erwan, faut qu'on se parle ». Bien sûr, pas de problème. Donc on se parle. Je dis « Bon, bah, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah non, mais je pourrais te dire, ça m'embête un peu de t'envoyer un mail à ce sujet, mais c'est au sujet de notre partenariat. » Je dis « Oui, bah écoute, vas-y, on se parle. Qu'est-ce qui se passe ?» Bah, écoute, tout le monde était pour lancer, mais finalement, on a eu un veto d'un des membres du comité de direction. Bon, mais pourquoi on est un veto? Je simplifie l'anecdote, mais le cœur y est. Ben parce que il y a 15 ans, eh bien, il y a l'ex d'un des
membre du comité de direction qui est sorti avec un de tes associés et ça passe toujours pas, donc il veut pas qu'on travaille ensemble. En gros, c'était ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment ça l'appel. J'ai dit, mais attendez, vous êtes en train de dire qu'on va peut-être pas travailler ensemble pour une histoire d'ex il y a 15 ans, c'est ça? Je suis un peu gêné de te le dire, mais oui, c'est ça. Et donc finalement, on voit que ça tient pas à grand-chose. Finalement, le client en question a réussi à considérer que c'était assez marginal, et finalement, le veto n'a pas été retenu, mais ça a bloqué le démarrage du partenariat pendant des semaines, voire des mois. Et finalement, aujourd'hui, c'est un partenariat qui fonctionne extrêmement bien depuis des années. Enfin bon, c'est amusant de voir que parfois ça tient pas à grand chose et je trouve que c'est des petites anecdotes sympathiques. Et Grégoire, t'en as une sympa à nous raconter? Ouais. Au tout début de Worldia, on fait notre premier recrutement. Une jeune fille super qui s'appelle Olivia, qu'on recrute au Customer Support. Et là, on sent que la boîte se développe. On a un premier recrutement, c'est génial. L'activité part, on a à peu près 2 bookings par mois à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus que ce que racontait déjà Erwan. Et on fait notre deuxième recrutement au Customer Support. On trouve une deuxième jeune fille super qui s'appelle aussi Olivia. Et donc là, on est super emmerdé parce que globalement, on n'a que 2 personnes qui font du Customer Support et elles ne peuvent pas avoir le même prénom. C'est-à-dire que sinon, elles vont passer leur temps à se renvoyer des dossiers sans savoir qui a traité lequel. Et l'expliquer au client, c'est compliqué. Donc on lui demande de prendre un prénom de scène à la deuxième, Olivia qui arrive. Et donc elle choisit comme prénom Lana. Et donc on a nos 2 premiers Customer Support. Sauf qu'elle n'imaginait pas qu'elle resterait aussi longtemps chez Worldia et que professionnellement parlant, tout le monde la connaîtrait comme Lana et plus Olivia. Et donc en fait, parce qu'elle a progressé dans la boîte, elle a pris le management d'une équipe à un moment donné sur toute l'Asie, puis le management de la production. Et donc, elle a quitté Worldia il y a quelques années. Sauf que du coup, personne ne la connaissait sous son vrai prénom. Et donc, sur LinkedIn, elle mettait son prénom Olivia et entre parenthèses Lana, puis son nom de famille. Ça l'a suivi professionnellement parce que juste au tout début de l'aventure, la boîte étant trop petite, on n'avait pas le droit d'avoir... on avait estimé qu'on ne pourrait pas avoir les 2 customer support qui avaient le même prénom. Et donc, professionnellement, ça l'a marqué dans la durée, parce qu'aujourd'hui encore, elle se fait appeler Olivia Lana. Et les gens chez Worldia ne la connaissaient pas comme Olivia. Quand on lui parlait d'Olivia, on ne savait pas de qui on parlait, parce qu'elle était Lana pour la plupart des personnes. Bien, alors si vous regardez un peu vos parcours, est-ce que respectivement vous avez une grosse erreur que vous avez faite et si oui, qu'est-ce que vous en retenez? Erwan? Une grosse erreur, je ne sais pas si on peut présenter ça comme ça, puisque peut-être qu'une très grosse erreur aurait été fatale et donc elle s'imposerait plus clairement, la réponse s'imposerait plus clairement. Non, moi je dirais peut-être 2 choses qui sont des erreurs qu'on a faites et qu'on continue presque à faire, je dirais. Donc ça reste des erreurs, donc je vais répondre à la question de cette façon. Il y a 2 choses. La première, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté, qui aime beaucoup lancer des nouvelles choses. Et je pense que c'est là où je suis le meilleur. Je pense que je suis meilleur pour lancer des nouveaux produits, lancer des nouveaux marchés que pour l'optimisation dans la durée. C'est pour ça qu'on se complète bien aussi au sein des fondateurs, puisque je pense que Grégoire est bien meilleur que moi pour ces optimisations en continu. On reviendra peut-être sur tout ce qui a été mis en place en termes de lean, etc. Et donc moi j'aime beaucoup lancer des nouvelles choses. Et si ça tenait qu'à moi, on lancerait des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles verticales tout le temps. Et je pense que ça, c'est une erreur à laquelle qu'il faut tâcher d'éviter, puisque à un moment, c'est important d'être focus. Et quand vous avez une entreprise de 200 personnes qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, c'est important de creuser son sillon, d'optimiser ce qu'on fait, d'optimiser les catalogues, d'optimiser le service client, d'optimiser les process d'onboarding, etc., d'optimiser la satisfaction du client final. Et finalement, on crée beaucoup plus de valeur comme ça qu'en lançant le énième micro-projet qui est certes innovant, mais qui finalement a peu de chances de créer autant de valeur que ce qu'on peut faire sur le core business. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'on peut avoir tendance à faire de façon récurrente, qui peut être poussée par certains traits de caractère. Moi, je sais qu'il faut que j'y fasse attention, mais c'est pour ça que on n'est pas tout seul, on est plusieurs autour de la table. Et je pense que de temps en temps, c'est très bien, puisque ça nous a permis de lancer plein de marchés. On a quand même lancé ces dernières années l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis qui fait un démarrage tonitruant, etc. Donc c'est bien de lancer des nouvelles choses, mais je pense qu'il faut faire attention à certes se diversifier, mais sans s'éparpiller. Ça, c'est une erreur, et parfois on l'a fait. On a fait des erreurs, on a voulu lancer à un moment des apps qui avaient vocation à soutenir des nouvelles propositions de valeur qui ont été des flops totaux. Donc faut faire attention, je pense que c'est une erreur qui peut être récurrente.
La deuxième erreur, je dirais, c'est sur les personnes. C'est très facile de faire des erreurs de recrutement. Moi, je pense qu'en toute humilité, je suis pas encore un très bon recruteur. Je sais pas si je le serai un jour, mais je pense que c'est très difficile d'être un bon recruteur. Faire des entretiens, c'est pas simple. C'est un vrai métier, c'est un vrai talent. Et je pense que là-dessus, les erreurs de recrutement, elles sont assez nombreuses, dans un sens comme dans l'autre. Parfois, de pas prendre des gens assez bons. Et en fait, Greg reparlait de ça récemment. Il y a un livre qui est assez connu qui dit qui s'appelle Who, qui dit que ce qui est le plus important, c'est de savoir non pas ce qu'on fait, mais qui le fait. Et que finalement, la décision est plus importante de savoir qui le fait, puisque ça drivera le succès, et que finalement, c'est les personnes qu'on recrute qui doivent savoir ce qu'il faut faire, qui doivent vous dire ce qu'il faut faire, et qui sont pas forcément là pour exécuter. Donc finalement, la personne qui le fait est presque plus importante que ce qui est fait. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'erreurs de recrutement dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire parfois, à certains moments, prendre des gens pas assez calibrés, pas assez bons, parfois pour des soucis d'économie, bien sûr, pour des soucis de recherche de bons compromis. Et on l'a vu dans le passé, et plus récemment encore, où on a upgradé des profils, c'est-à-dire que on cherchait un head-off, finalement on a recruté des vrais profils VP, on a 2 exemples dans la boîte, et on se rend compte à court et moyen terme que ça change complètement l'approche. Donc faire attention à parfois recruter les bons calibres et à faire des meilleurs compromis ou des meilleurs choix que les compromis qu'on pouvait tenter de faire. Et dans l'autre sens, je dirais aussi, parfois, on se rend compte qu'on a fait un mauvais recrutement, ça arrive, on se rend compte que la personne n'est pas au niveau, c'est souvent plus de la faute du recruteur que du recruté quelque part, puisque personne nous a forcé à dire oui. Et dans ces cas-là, il peut y avoir un effet d'inertie qui fait que on sait que c'est pas la bonne personne à la bonne place, mais que on la garde malgré tout. On la garde parce que ça a été compliqué de la trouver, on la garde parce que on a personne sous la main pour la remplacer, on la garde parce que quand même elle fait des choses et elle aide un peu l'équipe. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent, réaliser que finalement ça ne va pas, et finalement de ne pas réussir à prendre une décision qui pourtant s'impose rapidement, et ne pas réussir à la prendre parfois pendant, je dirais pas des semaines, mais des mois, et parfois ça peut se compter en années, pas 10 ans, mais ça peut se compter en années au sens 1 ou 2 ans, où on sait que il faudrait changer, il y a une inertie qui fait qu'on le fait pas. Voilà, donc je pense que sur diversification versus éparpillement et sur l'optimisation de tout ce qui est recrutement, je pense que on a fait pas mal d'erreurs, malheureusement on continue à en faire, mais voilà, je dirais que c'est au moins 2 foyers d'erreurs importants du quotidien. Grégoire, tu penses à des erreurs supplémentaires? Non, c'est marrant parce qu'on s'est pas concerté avec Erwan et c'était clairement pour moi le facteur d'erreur le plus important. Il est sur les personnes et sur les recrutements. Et je pense que c'est important ce que soulignait Erwan, c'est que ça va dans les 2 sens. En fait, c'est pas nous effectivement on peut se tromper sur nos besoins. Souvent un recrutement raté, ça commence par une mauvaise définition des besoins de celui qui recrute. Et donc soit il sait pas exactement ce qu'il veut, soit il va se planter de priorité. Et donc un recrutement raté, c'est rarement de la faute du recruté. C'est généralement souvent la responsabilité de la boîte, la responsabilité de la personne qui a recruté, et aussi souvent un accompagnement qui dans la durée a pu être pour X ou Y raison insuffisant ou mal calibré. Donc je pense que c'est là le plus gros facteur d'erreur, et ce qui pousse à recruter souvent, c'est qu'on a des besoins, ils peuvent être mal identifiés, mais ils sont là, ces besoins. Et donc surtout dans une boîte en hypercroissance, on va essayer de canaliser le flux. Il y a beaucoup de choses à faire, et donc on a besoin de personnes pour nous accompagner. Et effectivement, du coup, on va parfois recruter des profils qui sont pas adaptés, qui n'ont pas la culture de la boîte. Et ça, je pense que c'est un des éléments aussi qui est clé. On privilégie souvent les compétences à la culture ou au fit humain. Et dans la durée, c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez peu viable. Et donc, sur ces recrutements, généralement, l'erreur, elle vient de la boîte, rarement des recrutés. Et là-dessus, je pense que effectivement, c'est le plus gros facteur d'erreur. Et après, Erwan en parlait sans l'avoir cité. Moi, ce qui m'a toujours interloqué, c'est qu'effectivement, on avait eu un projet à un moment donné, on avait monté une mini app pour accompagner le business travel, les gens qui voyageaient en business travel, en se disant que ça serait un bon facteur d'acquisition pour du voyage de loisirs. En gros, on voulait monter un système de miles ou d'équivalent de miles pour les voyageurs professionnels qui pourraient capitaliser sur ces crédits pour acheter des voyages de loisirs. Et ça, on a monté ce mini projet à une époque où il y avait aucune boîte qui s'était montée sur le business travel. Et c'est vrai que évidemment, on n'a aucun regret parce que Worldia, ça passe très bien, mais il y avait là une opportunité aussi de croissance et de service à côté de laquelle on est complètement passé. On a mis le doigt dessus,
mais avec la mauvaise approche ou la mauvaise vision. Et donc du coup, on a complètement raté le créneau où on pouvait aussi aider sur l'organisation des voyages business et des voyages d'affaires. Et donc c'est vrai que c'est marrant avec le recul parce que souvent on parle de vision chez les entrepreneurs, de personnes qui voient tout avant les autres. Souvent, c'est pas le cas quand même. Souvent, il y a beaucoup d'itérations et on trouve un créneau qui tout d'un coup est le bon. Ça a été le cas avec nous. On a commencé comme un service B2C et puis finalement, on s'est rendu compte qu'en B2B2C, en accompagnant les distributeurs sur du voyage sur mesure, on avait beaucoup plus de potentiel et de croissance et de traction. Encore une fois, l'anecdote du un booking par mois dont parlait Erwan au début, en fait, dès qu'on a commencé à accompagner Thomas Cook, les bookings, ils sont tombés tous les jours. On sait quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne, en réalité, même si c'était pas forcément ce qu'on avait imaginé au début. Et donc, on a trouvé ce modèle B2B2C et qui nous réussit bien. C'est vrai que pour le coup, on est passé complètement à côté de toute la partie business travel qui, à l'époque, n'avait encore pas du tout été adressée par des startups ou autres. Et quand on voit aujourd'hui la réussite de boîtes comme Navan, TravelPerk ou autres, c'est toujours marrant de voir que finalement, on aurait peut-être pu également diversifier sur le voyage d'affaires parce que notre plateforme était parfaitement adaptée. Et c'est vrai que sur ce coup-là, on l'a pas vu. Bon, alors, est-ce qu'à contrario, il y a des grands accomplissements ou des grandes satisfactions dont vous êtes particulièrement fiers? Oui, bien sûr. Je dirais plus que c'est l'accomplissement global. On pourrait trouver des éléments des parties qui contribuent au tout, j'allais dire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, moi je considère qu'on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Hein. C'est chaque jour le début de l'histoire, mais j'y crois vraiment, c'est-à-dire que on vient de lancer par exemple les États-Unis il y a quelques mois, on en parlait rapidement tout à l'heure, le démarrage est tonitruant et je pense que ça peut devenir peut-être d'ici 2 ans notre premier marché. Donc il y a encore énormément de choses à faire, mais si on regarde quelque part, moi je suis assez fier déjà du chemin parcouru, puisque finalement quand on regarde, certes on trouvera toujours des exemples d'entreprises y compris françaises, qui sont allées plus vite et qui sont plus grosses. On les connaît pour certaines, que ce soit des Doctolib, des Mano ou autres. Mais on a quand même monté une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise en forte croissance, qui a été reconnue par ses pairs. On est de nouveau French Tech 120 cette année, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie aujourd'hui plus de 200 personnes. Même si c'est pas un critère en soi, je pense que c'est un révélateur de développement qui a réussi, ou du moins a réussi à amorcer son internationalisation. L'international chez nous, c'est-à-dire les marchés hors France, c'était quelques petits pourcents il y a de ça 18 mois. C'était déjà plus de 15% ce mois-ci et ce sera probablement 50% dans 2 ans. Donc on est une entreprise aussi, certes, avec un profil start-up dont la rentabilité n'a pas été la priorité, mais qui est à l'aune de la rentabilité. On devrait être rentable dès l'année prochaine. Quand on regarde là, ça fait quand même une belle success story. Et puis en plus, pour revenir aussi sur la partie équipe, parce que c'est une dimension importante, on a monté cette boîte à 4. On est toujours là tous les 4, fidèles au poste, toujours à bien s'entendre et à former une équipe solide. On a développé une équipe autour de nous dont certaines personnes commencent à être là depuis des années. Donc c'est aussi un signe. Bien sûr, comme toute boîte, il y a du turnover, surtout à certains postes. Mais c'est pour certaines personnes des gens qui sont là depuis des années. Donc voilà, l'accomplissement... Voilà, on peut en être satisfait. Après, on pourrait chercher quelques exemples. C'est vrai que quand on fait sa première réservation en Allemagne, sa première réservation aux États-Unis, quand on a première fois la nomination French Tech 120, quand on fait la première fois une levée de fonds significative, quand on signe le 3e ou le 5e gros client, peut-être pas le premier, là on se dit que vraiment ça y est, on a quelque chose de duplicable. Voilà, quand on recrute aussi des talents, dont certains qu'on connaît depuis 20 ans, mais qui nous rejoignent alors qu'on n'aurait pas pensé ça il y a quelques années. Ouais, c'est une succession d'achievements qui sont peut-être pas des achievements qui feraient le journal de 20 heures, mais qui sont individuellement des sources de satisfaction et qui, mis bout à bout, font une histoire dont on est assez fier, mais qui n'est pas du tout terminée, qui a vocation à continuer. Et j'espère qu'on aura une boîte 5 fois plus grosse que maintenant dans les 3 prochaines années. C'est quoi votre secret pour être toujours à 4 entre cofondateurs, pour que ça fonctionne? Je pense déjà qu'on a des natures et des caractères qui le permettent. On est tous souvent dans la recherche d'une forme de consensus. Ça veut pas dire qu'on a besoin d'être tous d'accord, mais on va accepter que sur un ménage à 4, il faut mettre un peu d'eau dans son vin sur certains sujets. Et même si on n'est pas d'accord sur tel ou tel point d'achoppement, finalement, si les 3 autres sont d'accord, il y a peut-être une raison. Et si on est 3 contre 1 et qu'une seule personne n'est pas d'accord, il va aussi apprendre
à reconnaître que c'est peut-être pas la bonne voie ou la bonne posture. Donc je pense que déjà on a cette nature tous les quatre, on accepte de chercher un consensus. Donc ça c'est déjà je pense quelque chose qui aide. Et l'autre, à mon sens en tout cas, l'autre facteur qui permet ça, c'est qu'on a des rôles très distincts dans la société respectivement. Christian gère toute la partie tech, David gère toutes les opérations, Erwan gère tout ce qui touche au développement commercial et international. Et personnellement, j'ai un rôle un peu plus, on va dire, de chef d'orchestre aujourd'hui. Je suis moins opérationnel sur un sujet à proprement parler, comme peuvent l'être les trois autres fondateurs. Et du coup, on a une répartition assez équilibrée au quotidien. Non, mais là, t'es modeste. Tu t'occupes de tout ce qui est HR et finance, ce qui est quand même assez fondamental. Oui, mais alors avec des C-level, non, mais avec des C-level qui le font quand même et qui sont bien plus compétents que moi sur leur métier respectif. Alors effectivement, je les accompagne et je les aide d'un point de vue managérial, c'est moi qui les accompagne. Mais effectivement, on a en tout cas des rôles assez clairement identifiés dans la boîte et ça nous permet de ne pas se marcher sur les pieds les uns les autres, je pense. Et ça, c'est aussi quelque chose qui aide avec des profils qui finalement sont très complémentaires et qui ont permis de couvrir les principaux besoins de Worldia pendant toutes ces premières années et qui aujourd'hui encore permettent quand même d'avoir des périmètres très larges mais qui du coup sont complémentaires mais qui ne se chevauchent pas pour la plupart. Il y a une maxime que je citerai peut-être pas de façon exacte qui dit que tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin et plus longtemps. Je pense qu'on l'illustre bien. C'est-à-dire que, comme disait Grégoire, on est amené du coup à chercher des consensus. Je pense qu'un consensus, c'est pas forcément un compromis mou. Et je pense que ça, c'est important de le souligner. Et je pense que parfois, ça a aussi... Bien sûr, on a pris des risques. Quand on ouvre des nouveaux pays, etc., on prend des risques. Mais je pense que ça a aussi permis d'éviter de prendre des risques inconsidérés que peut-être en décidant tout seul, on aurait pu prendre avec une logique parfois de tête brûlée ou davantage d'approche all-in. Et donc finalement, ça a bien fonctionné. Et l'avantage aussi comme ça, quand on est 4 cofondateurs, comme dit Grégoire, qui occupent des postes opérationnels aussi définis, qui en plus sont prêts à des compromis, il n'y a pas de question d'ego en fait, et il n'y a pas de question politique. Il y a zéro politique. Et donc en fait, on est dans une boîte dans laquelle il n'y a pas de politique. Personne n'a ni envie ni besoin de prendre la place de l'autre. Christian n'a pas envie de s'occuper de la tech, moi j'ai pas envie de m'occuper des opérations, David n'a pas envie de s'occuper de la finance, et on pourrait continuer ainsi. Et donc il n'y a pas de politique, et il y a vraiment une convergence et une communauté d'intérêt. Donc en fait, on tire tous dans le même sens. Donc je pense que ça permet aussi de tenir dans la durée. Erwan, t'as un bon conseil comme ça? Il y en a plusieurs. Moi, pour le coup, ça touche au recrutement. Il y a des sujets qui reviennent quand même souvent et on se rend compte à quel point c'est central dans l'entrepreneuriat et beaucoup de personnes doivent le souligner. Encore une fois, pareil, la formulation dans le détail, je l'ai pas, mais il vaut mieux rater un bon profil que d'en recruter un mauvais. Je pense que c'est important, s'il y a un doute sur un profil, de s'écouter, quitte à passer à côté d'un profil qui aurait pu être finalement très bon. Mais si on n'est pas 100% convaincu, il faut probablement pas y aller parce que à l'inverse, un mauvais recrutement, c'est très lourd de conséquences. Dans l'absolu, ça décale énormément la réponse aux besoins qu'on peut avoir en tant que société dans son développement. Et quand on rate un recrutement, c'est potentiellement 6 à 12 mois en fait de différer parce que entre tout le processus de recrutement, les préavis des candidats qui vont nous rejoindre, le temps de formation et le temps de relancer un processus derrière quand on se rend compte que finalement ça l'a pas fait, un mauvais recrutement au final c'est vraiment catastrophique pour la société. On a souvent, je trouve, tendance à minimiser l'impact en disant bon bah c'est chiant, on a quelqu'un qui nous a rejoint et c'est déjà pas confortable pour la personne, c'est pas confortable pour la boîte, mais en réalité ça provoque une inertie qui est vraiment énorme et c'est assez lourd de conséquences. Donc on m'a souvent dit vaut mieux rater un bon profil que d'en recruter un mauvais. Et du coup, quand on a un doute, il faut mieux savoir patienter quelques semaines ou quelques mois de plus parce que finalement, ça ne décale que de quelques mois alors qu'un recrutement raté, ça peut décaler de 12 à 18 mois la réponse aux besoins qu'a l'entreprise. Je vais pas rebondir sur la partie recrutement parce que c'est aussi des conseils qu'on m'a souvent donnés en disant de faire attention à bien recruter bon profil. Donc je recommencerai pas ça. Donc je vais donner un autre conseil, un autre exemple qu'on m'a souvent donné et au sujet duquel j'échange encore régulièrement avec des amis ou contacts. C'est qu'il faut être ambitieux et que tout est possible. Et dit comme ça peut paraître un peu étrange, mais parfois l'ambition, c'est quelque chose un peu tabou. C'est presque pas bien d'être ambitieux. Et moi, on m'a toujours donné ça comme conseil, en particulier une personne que je citerai pas, en disant qu'il faut être ambitieux. Et quelque part, que je me répète, mais je fais exprès, que tout est possible, ou du moins que beaucoup de choses sont possibles, et qu'il faut croire en sa bonne étoile, ou pas au sens quelque chose va tomber du ciel, mais croire en sa capacité à faire les choses. Et quelque part, je vais pas tourner rond sur les exemples de lancement de marché, etc., mais
Les États-Unis, c'est compliqué. Donc il me dit non, soyez ambitieux, faut lancer les US, faut y aller. Allons-y, on se retrousse les manches et on y va. Et je pense que parfois, même dans les détails du quotidien, il faut savoir être ambitieux, faut savoir fixer des objectifs qui parfois peuvent paraître un peu élevés ou difficiles à atteindre. Et souvent, on arrive à trouver des solutions. Je donne un petit exemple qui peut paraître pas forcément un gros sujet, mais quand on a lancé les États-Unis, on s'était dit bien sûr qu'à un moment, il faudrait du support dans le fuseau horaire US pour s'occuper des clients américains. Et on s'était dit, on verra dans le temps, en fonction du décollage, du marché, on va quand même pas lancer ça maintenant. Et il se trouve que le marché a décollé très vite, dès mi-janvier, donc 2 semaines après le lancement, en gros, et on s'est dit très vite, il va falloir qu'on dispose d'un bureau là-bas. Et donc, fin de première semaine de février, je dis aux équipes, on va pas pouvoir rester longtemps comme ça pose beaucoup de problèmes, c'est décalage horaire, donc on va lancer un bureau dans le fuseau horaire américain. Ok, mais tu veux le lancer où ? Écoutez, aux États-Unis c'est compliqué de lancer un bureau, c'est pas simple de recruter, etc. On va lancer un premier bureau à Mérida, au Mexique, puisque c'est pratique, c'est entre côte Est et côte Ouest, etc. On était fin de première semaine de février. Ok, très bien, pourquoi pas, on vérifie, Mérida, ville la plus sûre du Mexique, c'est ce que j'avais en tête, les gens nous confirment que c'est un bon pool de recrutement, etc. Dis-moi, ok, mais tu veux le lancer quand ? Le 1er mars. On est le 7 février, on va pas lancer un bureau le 1er mars. Si, on va lancer le bureau le 1er mars et on va annoncer à notre client, premier client et partenaire, que le bureau sera ouvert le 1er mars. Et donc, c'est un exemple de petit sujet où ça paraissait très ambitieux, voire impossible. Alors, on l'a pas ouvert le 1er mars, mais le 4 mars, le bureau était ouvert avec les premières personnes, etc. Avec une maison louée pour accueillir les premiers collaborateurs, 2 collaborateurs d'Allemagne qui étaient partis, les premiers candidats qui étaient dans le pipe, etc. Et là, le bureau tourne, on a déjà 5 personnes là-bas. Je pense qu'on en aura une dizaine de plus d'ici la fin d'année. C'est une petite anecdote peut-être, mais pour illustrer le fait que je pense qu'il faut pas avoir peur d'être ambitieux, puisque il y a toujours déjà un discount par rapport à l'ambition initiale, ou du moins souvent, donc il faut savoir la fixer assez haute et pas avoir honte de le faire. Bon, puisqu'il faut être ambitieux, il faut regarder loin pour être ambitieux. Comment est-ce que vous voyez les choses pour les 10 prochaines années pour notre industrie du tourisme ? C'est pas forcément une question simple, parce qu'on dit qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent nuire à l'industrie du tourisme, les problématiques liées au changement climatique, les problématiques de coûts de carburant, les problématiques de surtourisme, etc. Donc, on pourrait lister un certain nombre de problèmes potentiels qui seraient à même de nuire à notre industrie. Mais on va dire que, déjà, moi, je suis de nature quelqu'un de très optimiste, mais je pense qu'il y a des raisons de l'être, c'est-à-dire que les gens ont envie de voyager, ont envie de découvrir le monde. Les gens ont toujours voyagé avec les technologies et les possibilités et les contraintes de leur temps. Les gens continueront à voyager. Le nombre de voyageurs, de touristes augmente aujourd'hui. Donc peut-être que les gens voyageront différemment, mais ils continueront à voyager, peut-être plus localement, on ne sait pas, on verra. Mais en tous les cas, plutôt toujours plus que moins. Et donc, même si les tendances de voyage évoluent, on s'y adaptera, puisque en gros, quelque part, on sait s'adapter aux tendances du moment, on sait aussi créer des tendances, des façons de faire. Ce qu'on a fait, on a contribué un peu à réinventer un marché, je pense qu'on peut le dire même à notre petite échelle. Donc, le voyage va continuer, le tourisme aussi, il s'adaptera, il évoluera peut-être, et nous, on s'adaptera et on contribuera, je l'espère aussi, à le faire évoluer dans la bonne direction. Et après, d'un point de vue plus, on va dire, technique, et donc là ça touche pas tant à l'expérience de voyage à destination, mais sur toute la phase en amont du voyage et sur vraiment sa partie planification et accompagnement du voyageur. Ça, évidemment, très tarte à la crème, mais je pense qu'on est à une période où ça peut radicalement évoluer, parce que d'un point de vue technologique, avec l'IA, les nouvelles possibilités que cela ouvre, je pense que il va sûrement y avoir des modes de réservation ou d'accompagnement du voyageur qu'on n'imagine pas du tout. Autant la techno, déjà, l'émergence d'Internet, on va dire à la fin des années 90, début des années 2000, a radicalement changé la manière de planifier ses vacances. Historiquement, à part passer par un distributeur ou une agence de voyage, on pouvait rien faire. C'était très compliqué d'organiser un voyage par soi-même si on voulait partir au Vietnam ou si on voulait partir au Pérou. Globalement, c'était quand même très sportif. Avec Internet, du jour au lendemain, les gens ont pu le faire par eux-mêmes. Alors, ça reste encore assez consommateur d'énergie, de temps ou autre si on veut le faire entièrement par soi-même, mais c'est une possibilité. On a accès aux hôteliers, on a accès aux fournisseurs d'activités en direct, etc. Donc là, déjà, il y a eu un changement très important, mais finalement qui a eu lieu déjà il y a une vingtaine d'années, et depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'évolution radicale de la manière de réserver ses vacances. Je pense que là, avec l'IA,
il va sûrement y avoir des modes de fonctionnement et d'accompagnement, de conciergerie permanente ou autre auprès du voyageur qui vont énormément fluidifier tout ce processus-là et qui vont permettre sûrement d'améliorer encore l'expérience voyage à toutes les étapes du voyage à proprement parler. Et là-dessus, je pense que ça va énormément améliorer le quotidien des voyageurs et des conseillers qui vont rester très importants parce que l'expertise et la réassurance resteront quelque chose de clé. Et là-dessus, c'est très dur d'anticiper à 10 ans, honnêtement, avec le caractère exponentiel de ces technos-là. Je pense qu'on va être émerveillé de ce qui peut se passer à la fin des années 30. Je pense qu'il y aura des trucs qui seront vraiment hallucinants, qu'on a du mal à intuiter aujourd'hui. Et peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Grégoire, enfin pour souligner un peu les deux dimensions qu'il vient d'évoquer, c'est la dimension technique et la dimension humaine. Il parlait quand même d'expérience, etc. Et je pense que effectivement, comme dit Grégoire, il va y avoir une révolution technologique dont le tourisme va bénéficier. On le voit à plein de niveaux. Enfin, Grégoire l'évoquait. Je peux citer un exemple tout bête qui contribue pas à avoir une expérience extraordinaire, mais récemment, je suis allé aux États-Unis et en escale, c'était à l'aéroport de Salt Lake City. J'ai embarqué dans l'avion et il y a eu une annonce qui a été faite parce que je pense que les gens sont pas habitués. Et attention, pour votre information, ceci est un embarquement sans carte d'embarquement et uniquement avec reconnaissance faciale. Et donc en fait, je suis arrivé comme ça et je savais même pas comment faire alors qu'on est quand même dans le tourisme. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et on m'a dit non, pas de problème, mettez-vous juste devant la caméra et on m'a laissé entrer dans l'avion. Sans vérification de pièces d'identité, sans vérification, carte d'embarquement, etc. Et donc, on parle de ce genre de choses, on parle de l'IA bien sûr, il y aura énormément d'impact, je suis tout à fait d'accord avec Grégoire, mais on est dans un secteur dans lequel l'humain va rester extrêmement important. Grégoire le disait sur la partie conseiller, l'expertise humaine, etc. Je pense qu'elle est fondamentale, mais in fine, le voyage, ça reste une expérience quand même assez humaine. C'est-à-dire que quand vous allez dans un hôtel, c'est aussi les gens que vous rencontrez, quand vous allez dans une destination, quand vous allez visiter des choses, c'est bien sûr ce que vous voyez, mais l'expérience que vous avez de contact avec d'autres personnes et ainsi de suite. Et je pense que la dimension humaine reste extrêmement importante, puisqu'on peut imaginer tout ce qu'on veut en termes de réalité virtuelle, etc. Visiter le Taj Mahal depuis son canapé avec un casque de réalité virtuelle et avec une AI générative qui vous raconte l'histoire, ce sera jamais la même chose que de le vivre soi-même et de rencontrer des gens sur place, y compris des habitants du pays visité. Donc je pense qu'on sera l'exemple d'un mix entre technologie et expertise humaine, qui sont déjà aujourd'hui quelque part, mais qui seront de façon croissante les deux piliers finalement des expériences de notre industrie. Merci beaucoup Erwan Kor et Grégoire Pasquet, cofondateurs de Worldia, d'avoir été nos invités pour cet épisode. Voici les 9 points clés à retenir. Le premier, c'est que lorsqu'on a une croissance forte d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des étapes qui créent des périodes de friction, des mini-séismes, et c'est normal. Le deuxième point, c'est que dans le business, l'ego est l'ennemi. On n'imagine pas toujours à quel point les freins qu'on va rencontrer peuvent être importants, y compris des histoires d'ex qui ont plus de 15 ans. Le troisième point, c'est qu'il ne faut pas confondre diversification et éparpillement. Quand vous avez une entreprise d'une certaine taille, il faut être focus et creuser son sillon pour créer un maximum de valeur au lieu de se lancer dans différentes innovations, produits et services à tout crin. Le quatrième point, c'est qu'en matière RH, ce qui est important, ce n'est pas tant ce qui est fait, mais surtout qui le fait. Le cinquième point, quand on a fait une erreur de recrutement, il ne faut pas céder à l'inertie et aux fausses excuses. Mieux vaut se séparer le plus vite possible de la personne qui n'est pas le bon fit pour son entreprise. Le sixième point, quand on privilégie souvent la compétence, c'est souvent au détriment de la culture de l'entreprise. Or, ça devrait être l'inverse. Le septième point, quand on fait un ménage à 4 associés cofondateurs, pour que ça réussisse, il faut accepter de mettre de l'eau dans son vin et répartir les tâches de manière très claire et équilibrée entre les associés. Le huitième point, c'est le conseil lecture de l'épisode. Et donc, on vous recommande très chaleureusement Who de Geoff Smart. C'est la super méthode pour bien recruter ses collaborateurs. Et enfin, le dernier point, ce sont les 2 punchlines de l'épisode. La première, c'est un consensus, ce n'est pas un compromis mou. Et la deuxième, il faut être ambitieux, parce que tout est possible. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ?
Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.